qui est brûlante d'après ce que j'ai compris quand votre attaché de presse nous a appelés. Alors, concernant l'actualité, concernant plutôt d'abord le point, si on peut faire le point sur les dernières semaines, les derniers mois, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Eh bien, écoutez, si je pense que vous avez vu le blog de ce matin, puisque nous sommes lundi. Nous avons vu alors, que lundi 9 septembre. Voilà, lundi 9 septembre, vous avez vu que les Polonais ont littéralement braqué l'argent des complémentaires retraites ou des retraites, qui sont gérées en Pologne par des compagnies privées, des gros assureurs. Donc ils ont dit, nous on prend tout cet argent et on le reprend de notre côté de manière à baisser notre endettement. Donc rien que ça. Cet été, il y a eu un autre... Ça, concrètement, ça veut dire, je suis polonais, j'avais cotisé pour ma retraite, elle me passe sous le nez, en partie ou... Non, ils vont trouver un artifice, c'est grosso modo, ça revient à ça. On met à demain. Ça revient au même. Ils ont toujours un habillage, vous savez, sémantique, qui rassure les gens, mais techniquement, vous avez raison, c'est complètement ça. De la même façon, c'est que il y a à peu près un mois, en Espagne, ça s'est passé cet été, l'Espagne a été obligée de prendre tout l'argent des cotisations de sécurité sociale espagnole pour payer son service de la dette. En fait, pour rembourser ses bons du trésor, d'il y a 2 ans, 3 ans ou 6 mois, peu importe. Donc ça vous montre bien, si vous voulez, que le gouvernement espagnol, le gouvernement polonais, le gouvernement irlandais, le gouvernement slovène qui vient de fermer, là il y a quelques jours, deux de ses banques, qui est obligé de donner quasiment pour 1 milliard de garanties, 1 milliard d'euros de garanties pour rassurer les porteurs et ceux qui ont leur argent, c'est quand même absolument énorme. On vous dit donc que M. Hollande nous a dit que la crise était terminée, rappelez-vous son interview du 14 juillet, la crise est toujours derrière nous, ça dépend de... Je ne sais plus qui a dit ça, de quel côté on se tourne en fait. C'est Olivier Delamarche. C'est Olivier Delamarche, et toujours est-il que là, au 9 septembre, on voit que les gouvernements maintenant sont contraints de voler leur sécurité sociale, leur retraite, pour juste rembourser la dette. Donc c'est une privation, c'est une spoliation des populations. Et en France, vous avez vu, je pense que vous l'avez entendu, maintenant il est question de taxer les salariés dès que leur complément d'assurance ou complémentaire médical est payé par l'employeur, ou même si la moitié est payée. Donc le gouvernement considère que c'est un avantage, et donc ils seront taxés là-dessus. C'est-à-dire que ça va faire genre 70 € de plus sur la feuille de paye tous les mois. Voilà. Je trouve que le gouvernement socialiste, là, il est en train de littéralement... d'assassiner les Français au coup de marteau fiscal. Les entreprises sont en train de licencier les uns après les autres. On a vu un titre sur le blog toujours, c'était sur le journal La Provence, c'était il y a 10 jours, même pas. 1900 emplois qui disparaissent en 1900 dans la région PACA. Ce sont que des petites PME, mais vous ajoutez toutes ces PME les unes aux autres, eh bien ça fait vraiment des dégâts. Et contrairement à ce qu'a dit Hollande, il n'y a strictement aucune reprise, et je ne sais absolument pas où M. Sapin et M. Moscovici sont allés chercher une croissance à je ne sais plus combien, 0,2 ou 0,3. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. De toute façon, il nous faut beaucoup plus que ça pour recréer de l'emploi. Donc là, jusqu'à fin 2014, la France va continuer à perdre de l'emploi, et il va falloir payer les chômeurs, il va falloir payer les RMistes, il va falloir payer tout le monde, alors que la recette fiscale baisse de plus en plus. Est-ce qu'il y a d'autres événements vous voulez parler d'autres événements de ces derniers mois, avant de passer à l'actualité brûlante ? Vous savez, il y a beaucoup d'événements absolument délirants qui se passent. Vous avez vu la guerre en Syrie, je pense que c'est un sujet que nous avions abordé ensemble il y a à peu près un an, et même lors de notre première entrevue. Il est vraiment nécessaire pour les États-Unis qui sont en faillite, le dollar est en faillite, pour masquer leur faillite, de déclencher une guerre. Et c'est ce que Obama veut faire à tout prix en ce moment. C'est quand même absolument incroyable.
incroyable. Qu'on se serve de... vous avez déjà plus de 100 000 morts en Syrie, mais le fait d'avoir gazé je ne sais plus combien de personnes, et encore on n'est même pas sûr que ce soit eux, on ne parle pas justement des chrétiens qui sont... qu'on oblige à se convertir à l'islam, hein, parce que c'est les rebelles hein, qui font ça. Ça, on n'en parle pas. On vous présente simplement ce qu'on veut bien vous montrer pour aller faire la guerre. Mais tout ceci, c'est pour masquer en fait l'explosion de Wall Street, puisque cet été à nouveau, et ça s'est passé encore il y a une semaine, vous avez toute une série de pannes, notamment la plus importante, c'était au Nasdaq. Hein, vous avez vu que l'action Apple est passée en dessous des $500. Hein. Je vous rappelle quand même qu'elle était quasiment à 800 il n'y a pas très très longtemps. Aujourd'hui, tous les hedge funds de la planète ont des actions Apple. Et vous pouvez être certain qu'ils sont tous en faillite à partir du moment où l'action passe sous les 500 $. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comme par hasard, tous les ordinateurs du Nasdaq sont tombés en panne. Et Goldman Sachs a pu récupérer en fait une partie de ses positions, puisque ça lui a évité de perdre $400 millions en l'espace de quelques secondes. Et ces pannes continuent, hein, je précise, hein, c'est quelque chose d'assez régulier. C'est tellement régulier même que maintenant les traders n'y prêtent quasiment pas attention. Mais j'avais toujours dit sur le blog et à la radio qu'à partir du moment où on verrait des pannes, les unes après des pannes du système bancaire ou de Wall Street, hein, voilà, eh bien ça sera, vous savez, c'est comme un entonnoir, vous voyez, c'est à un moment donné les allers-retours jusqu'au moment où ils ne pourront plus masquer leurs pannes, etc. On revient exactement au 15 octobre 2008, hein, où 3 octobre 2008, où les Anglais avaient décidé d'arrêter tous les distributeurs automatiques de billets, et ce n'est que la réunion de Paris avec Nicolas Sarkozy, avec les Américains, les Allemands, etc., où ils ont décidé de prendre tout l'argent du peuple pour sauver les banques. Hein, voilà. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 5 ans. Vous avez vu que l'argent du peuple est pris, hein, parce que là, ça nous permet de... Là, il y a une logique. Hein, vous voyez que les Espagnols ont pris l'argent de la sécurité sociale des Espagnols, hein, donc il n'y aura plus d'argent pour soigner les Espagnols, par exemple. Hein, voilà. En Irlande, c'est pareil. En France, on est en train de vous taxer sur tout ce qui peut être taxable. Hein, bientôt, on va vous taxer sur votre bonne mine ou sur votre bronzage. Hein, non, mais ils en sont là. Voilà. Donc, c'est une... Mais tout l'argent qu'ils vont taxer ne suffira pas à sauver les banques. Et je pense notamment à la JP Morgan. Alors, comment ça va se passer, votre scénario? Vous savez, c'est pas mon scénario. Oui, mais c'est pas mon scénario. Donc, il n'y a pas de solution. Donc, non, il n'y a jamais eu de solution. C'est une fuite en avant. Mais bien sûr, c'est une sorte fuite de martingale qui va exploser. C'est une fuite en avant. On vous fait croire que les banques tiennent debout. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je pense notamment à la Banque Postale. Hein. Vous avez vu que, je sais pas, avant l'effondrement de Wall Street, vous alliez à la Banque Postale, vous demandiez 2 000 €, on vous les donnait. Aujourd'hui, si vous demandez de retirer 2 000 €, c'est formellement interdit. On va vous donner 200 €, et encore, vous avez de la chance. Hein. Je suis extrêmement... Enfin, je le vois avec tous les lecteurs, vous l'avez vu, tout le monde l'a vu là-dessus, et c'est valable également dans les autres agences. Et maintenant, il y a même la Banque Postale belge qui suit la même chose que la Banque Postale française. N'oubliez pas, la Banque Postale française couvre les pertes de la Dexia. Hein, on a donné des garanties souveraines pour les pertes de la Dexia. Ce sont des dizaines, des milliards. Et les politiques nous disent qu'il faut économiser de l'argent pour sauver le budget de l'État, alors qu'en fait, c'est pour sauver les banques. Toujours concernant la France, c'est intéressant ces derniers mois, vous avez peu parlé des différentes manifestations. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Quelles manifestations? Les grandes manifestations, Manif pour tous. Oui. Est-ce que vous pouvez donner votre avis là-dessus? Ah ben attendez, mon avis est extrêmement clair là-dessus. Pas forcément sur le fond, mais sur ce qui se passe, l'ambiance en France, quoi.
Vous parliez de socialement, la France pouvait exploser. Est-ce que pour vous c'est les prémices? Pour moi c'était les prémices, mais pas seulement pour moi. Vous avez lu les mêmes analyses techniquement dans Le Point, dans l'Express. C'est-à-dire que le gouvernement ne s'était absolument pas attendu à une telle réaction. Et en fait, malgré l'épouvantable gestion de cette manifestation, surtout quand on regarde l'égérie de cette manifestation, on a quand même vu que très vite ça s'est transformé en manifestation anti-gouvernement, parce que c'est un gouvernement qui ment, c'est un gouvernement du mensonge, c'est un gouvernement qui a utilisé ce mariage homosexuel pour masquer, bien entendu, l'effondrement économique et social. C'est tellement plus pratique de faire parler de ça, de monter les Français les uns contre les autres, parce que si vous les mettez devant les problèmes économiques, les Français ne seront pas opposés les uns aux autres. Ils feraient front. Voilà l'avantage de cette manipulation que je considère quasiment diabolique, surtout venant de la part de monsieur Berger, qui a financé tout ceci, et c'est pour ça qu'il a racheté le journal Le Monde. Et d'ailleurs vous avez vu que Hervé Kempf, l'un des journalistes les plus, on va dire célèbres du journal Le Monde, a démissionné hier ou avant-hier pour cause de censure. Il le dit sur son blog, vous avez les informations sur le mien, vous les liens et tout, allez le voir. C'est quand même assez unique. Je démissionne pour censure. Voilà. Donc vous avez le journal Le Monde, vous avez le Petit Journal. Encore, le Petit Journal de Canal+, on peut lui faire crédit, si vous voulez, de s'engager pour des idées. Mais quand le journal Le Monde se targue d'être neutre, excusez-moi, mais c'est vraiment se moquer du monde. Indépendamment du fait, si vous voulez, que je ne comprends même pas comment on puisse marier deux hommes, mais bon, ça c'est mon opinion strictement personnelle. Moi je trouvais qu'il y avait le Pax, c'était très bien, c'était amplement suffisant. Je vois pas en quoi, moi pour avoir déjà divorcé 2 fois, je vois pas en quoi en plus les mecs veulent divorcer, mais il faut être taré pour faire ça, parce que les mecs ils sont jamais passés par des divorces, Alors, c'est quand même incroyable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu donc 10 mois de vraiment grosses manifestations. Jusqu'à l'été, vous avez remarqué, grosso modo, c'était bien organisé. Vous avez remarqué le résultat. Le 14 juillet, moi j'ai beaucoup d'amis, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui étaient là, donc mes amis les ont accompagnés parce qu'ils voulaient absolument voir le défilé sur le 14 juillet. Donc c'était des touristes qui étaient là, et tous m'ont dit qu'il s'est fait siffler, François Hollande s'est fait siffler copieusement, et que c'était pas du tout des manifestants. Il y avait peut-être un groupe de manifestants qui étaient postés, mais là où ils se trouvaient, c'est-à-dire en bas des champs, là où il y avait tous les gradins, il n'y avait pas ces gens, et il s'est fait siffler copieusement, mais copieusement. C'est du jamais vu sous la Ve République. C'est du jamais vu. Il ne finira pas son mandat. Ça, vous dites depuis le début, depuis le début. Alors là, on a fait donc, il y a eu 10 mois de manifestations, l'été est arrivé donc à Calmy. Qu'est-ce que vous pensez d'ici les prochaines semaines, les prochains mois? Vous pensez que ça va retomber comme un soufflet ou une deuxième année? Mais non, c'est impossible, vous ne pouvez pas... si vous voulez, il y a quelque chose que... Vous savez, le gouvernement, que ce soit le gouvernement américain ou le gouvernement français, ne peut absolument pas contourner. C'est le nombre de chômeurs. Vous avez un papier sur le blog, parce que les statistiques sont tombées vendredi dernier, sur le nombre de gens qui vivent au ticket au food stamp, c'est-à-dire en fait au ticket de rationnement, on va dire genre restaurant du cœur, aux États-Unis. Au total, vous avez, je crois, c'est 22 têtes, je vous donne, c'est 23,7 millions de ménages, ce qui vous donne mécaniquement, avec le calcul précis américain, 47,6 millions, si mes souvenirs sont bons, de personnes vivant sur des bons de rationnement. Et la presse américaine dit il y a plus de pauvres aux États-Unis que d'habitants en Espagne. Est-ce que vous réalisez ça? Comment voulez-vous qu'un pays comme les États-Unis gère 47 millions de gens qui vivent avec des bons des tickets restaurants, quoi. Et nous avons vu un phénomène tout à fait nouveau.
Là aussi, vous l'avez sur le web, vous avez tous les liens. Il y a un État, alors je ne sais plus si l'Arkansas ou le Kansas, qui a décidé de virer 20 000 personnes qui recevaient ces tickets. C'est-à-dire, c'est comme si les restaurants du cœur ici, ou le secours catholique, disaient, nous, on interdit à 20 000 personnes de venir. En même temps, en France, beaucoup de subventions ont été purement et simplement supprimées. Évidemment, mais c'était la directive européenne. Vous savez, les choses étaient dites. Mais attendez, jusqu'à présent, ça, je l'ai toujours dit, mais je ne suis pas le seul. C'est-à-dire qu'il faut attendre les élections allemandes de fin septembre, parce que les véritables mesures d'austérité vont tomber sur nos têtes après ce moment. Jusqu'à présent, il ne faut pas que des banques fassent faillite, il ne faut pas que la population soit massacrée par des impôts supplémentaires pour que les Allemands puissent voter bien sagement pour Madame Merkel. Une fois qu'ils vont réélire Madame Merkel, les Américains vont être rassurés. Goldman Sachs, je vous signale que Goldman Sachs a mis tous ces hommes quasiment à la tête des banques centrales européennes, faut pas l'oublier, le patron de la banque centrale anglaise, aujourd'hui c'est un Canadien, mais c'est un ancien de la Goldman Sachs. C'est quand même extraordinaire que le patron de la banque centrale anglaise ne soit pas anglais. C'est juste, je fais une réflexion comme ça. Voilà. Je rappelle que contrairement à nous, crétins français que nous sommes, avec les hauts fonctionnaires énarques, nous avons donné notre banque centrale à Bruxelles. Les Anglais l'ont gardée. Leur banque centrale. Ils ont encore les manettes. Ils peuvent faire de la planche à billets. Mais c'est pas notre cas. Donc, les pires mesures d'austérité vont nous tomber dessus après les élections allemandes. Et après, je peux vous assurer que ça va dégénérer. Donc, ça va être difficile. Jusqu'à présent, ils font de la lévitation. Ça va être comme ça. Pour le gouvernement Vous qui aimez Hollande, Sainte-Thérèse d'Avila, ils vont faire de la lévitation. Pour le gouvernement Hollande, ça va être d'autant plus difficile puisque les manifestations sont déjà enclenchées. Il y a la haine. Aujourd'hui, François Hollande a déclenché la haine. Il a la haine de 80% des Français. C'est même plus de l'indifférence, c'est de la haine. Il faut toujours faire attention au peuple français quand il a la haine. Donc vous dites que François Hollande ne va pas finir son mandat. Vous avez une idée de comment ça pourrait se passer, ça ? Très simplement, si vous voulez, des manifestations qui dégénèrent pendant 3-4 jours. Rappelez-vous De Gaulle, le mai 68. De Gaulle, il n'a pas attendu une semaine. Il est parti à Baden-Baden, si mes souvenirs sont bons, au bout de 2 jours. 68 pour Hollande, quoi. Oui. Il démissionne. Là, il serait obligé de partir parce qu'il n'a aucune solution. Il n'a aucune solution. Toutes les manettes de décisionnaires sont à Bruxelles. Comment voulez-vous ce sont des pantins. Sarkozy était un pantin. Il y a quelqu'un qui a observé très justement, je crois que c'était Éric Zemmour. On va me dire, je vais à des références Zemmour, mais Zemmour et moi, on était ensemble au quotidien de Paris. On est arrivés quasiment en même temps. Donc chez Tesson. Mais Zemmour a parfaitement raison. Sarkozy, tout le monde avait vu sa vidéo sur le je vais nettoyer ça au Karcher, dans sa grande banlieue là. Et puis il a rien nettoyé du tout. Voilà, c'est tout. Je crois que c'était parfaitement résumé. Et ça se passe comment Hollande démissionne et après vous savez, ça fait depuis aujourd'hui, dans quelques jours, on va fêter les 5 années de la faillite de Lehman Brothers. C'était le 14 septembre, jour de la Sainte Croix, comme vous le savez. Donc, les banquiers portent toujours leur croix sur le dos. Et ça va si vous voulez, ça va se traduire par quelque chose de depuis janvier 2009, j'ai toujours dit que l'armée française finira par prendre le pouvoir parce que les politiques seront incapables de gérer les désordres, le chaos qu'il y aura en France. Je ne pas changer d'avis d'une virgule. Et tous les événements... regardez, ne serait-ce que ça. C'est tellement symbolique pour moi. Des luminaires du Parti Socialiste ont proposé au mois de juin de modifier le quotient familial afin de faire payer encore plus de gens, de faire payer plus d'impôts aux ménages. C'était la seule raison, bien sûr. Aujourd'hui, les socialistes ne savent inventer qu'une seule chose, c'est des impôts supplémentaires. Bientôt, on va être imposé sur les fenêtres et sur le sel. Non, mais à ce rythme-là.
Ah ouais. Hein, et donc, que les députés socialistes et les maires socialistes ne s'étonnent pas, enfin même de droite, qu'ils se fassent insulter sur les marchés par leurs administrés, parce que là, ils n'en peuvent plus. Je vous dis là que, phénomène nouveau là, en ce mois de septembre, vous avez des millions de retraités qui ont reçu leur feuille d'impôt, là où ceux qui ne payaient pas d'impôts l'année précédente, qui n'étaient pas imposables, maintenant en payent, genre 300 €, c'est pas rien pour un retraité qui déjà est parfois obligé de ne pas manger pendant 2 jours pour tenir son budget. Hein, il faut faire attention quand même à ça. Et puis vous avez quand même des retraités qui payaient 300 ou 400 € qui se retrouvent à payer 1000 €. Ça fait mal, ça fait très très mal. Je ne vous parle même pas de tous les salariés qui d'un seul coup se retrouvent à payer des impôts. Tout ça pour sauver les banques américaines. Ne jamais l'oublier. On peut parler maintenant de la JP Morgan et de la Syrie, puisque c'est le sujet que vous vouliez aborder. Enfin, c'est plutôt JP Morgan, parce que la Syrie, la Syrie pour moi fait, enfin, si vous voulez, c'est la Syrie, mais ça pourrait être autre chose. Hein, du moment que c'est une guerre, du moment que médiatiquement parlant, si vous voulez, ça occupe la scène et ça permet aux gens surtout de penser à autre chose. Hein. D'accord, c'est là où il y a un lien. Il faut un événement, c'est ça? Un événement comme une guerre. Et pour occuper les gens. Oui, il faut occuper les gens parce que la faillite ou la démise de la JP Morgan va arriver en même temps. Hein. Je ne sais pas quel sera le premier. Hein, le premier des deux, si la JP Morgan va tomber avant ou si elle va tomber après. Mais tout ça pour vous, c'est minuté, quoi. C'est lié. Ah bah bien sûr. C'est lié. C'est lié pour une raison très simple. Si vous voulez, n'oubliez pas. On s'était vu il y a 2 ans pour Blight Masters, pour mon livre sur Blight. Pour moi, Blight, et pour tout le monde d'ailleurs, Blight est le symbole de cette finance devenue folle dans les années 80. La finance est devenue folle dans les années 80, pourquoi? Parce qu'ils avaient 90, ils avaient cette arme nouvelle, le crédit défaut swap, hein, le swap, la permutation de l'impayé, qui leur permettait de prêter à l'infini, de faire des opérations plus frauduleuses les unes que les autres. On l'a vu avec les subprimes. Et toute cette crise est le résultat de l'abus de subprimes et de l'abus, bien entendu, des crédits défaut swap. Qu'est-ce qui était à la base des crédits défaut swap? C'est l'invention de Blight Masters. Donc Blight Masters est le symbole. JP Morgan, voilà. Voilà, elle travaillait, enfin elle est toujours. Hein. Oui. Et aujourd'hui, Blight Masters est à la tête des matières premières. J'avais expliqué grosso modo depuis 8 mois que Blight Masters allait exploser, hein, qu'ils l'ont lâché, qu'ils vont la trahir, et comme elle en sait trop, elle sera mise de côté, et je ne serais même pas surpris qu'on apprenne qu'un accident de cheval ou qu'un accident de voiture, qu'elle ait péri au cours d'un accident de voiture, par exemple. Hein, je l'ai déjà dit, et je le confirme. Eh bien, on a vu cet été une décision soudaine, hein, alors qu'elle a dépensé des milliards pour le compte de la JP Morgan pour agrandir le département matières premières. Du jour au lendemain, il y a eu un tel clash au sein de la JP Morgan que Jamie Dimon, le grand patron, a dit maintenant c'est comme ça, on vend le département en matières premières, qui est le bébé de la création de Madame Blight Masters. Et en conséquence de quoi, c'est sa démise. Mais la démise de Blight Masters est la démise de l'intégralité du système financier. Vous ne pouvez pas séparer Blight Masters du reste, parce que les imbrications de toutes ces décisions au cours de ces 10 dernières années sont absolument colossales. Et elle tient quand même quelques fils qui sont, on va dire, inextricables. Alors, vendre, d'accord, mais vendre à qui? Est-ce que vous pouvez développer un peu ça? C'est une excellente remarque, parce que c'est également la question qu'a posée le New York Times, le Washington Post et tous les observateurs, notamment le Financial Times. Mais vendre à qui? Qui va acheter? Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule banque qui est capable d'acheter ça, c'est la Goldman Sachs. Et j'ai toujours dit que Blight Masters était un problème pour la Goldman Sachs, et que les deux départements de matières premières, hein, vous savez, les matières premières, c'est ceux qui rachètent le blé, les céréales, le cacao, les oranges, etc., avant que ça arrive dans votre assiette. Hein, voilà. Qui achètent le pétrole avant que vous le mettiez dans votre voiture. Hein, ils font leur beurre là-dessus, c'est le cas de le dire. Donc, elles gênent. Ce sont des milliards que la Goldman Sachs n'a pas, et la Goldman Sachs veut récupérer
les matières premières de Black Masters. Donc c'est une guerre entre les deux banques, entre la Goldman Sachs et la JP Morgan. Vous pensez qu'elle est consciente de ce que vous dites? Elle devrait se faire du souci? Oh bah, elle est plus que consciente. Vous savez, j'en ai parlé chez McKaiser il y a 5 mois, et j'ai dit que elle serait lâchée, qu'elle serait trahie, et que parce qu'elle est anglaise. Hein. N'oubliez pas, tous les traders qui sont passés devant des tribunaux sont des traders français. Hein, Fabrice Tour, hein, le seul mec de la Goldman Sachs qui soit passé devant un tribunal, c'était un petit trader français. C'est quand même grand. Hein. Vous n'avez jamais eu vous n'avez jamais eu des grands banquiers américains devant les tribunaux. Hein. Alors qu'aujourd'hui, ça s'est passé, c'est tombé la semaine dernière, le FBI a ouvert une enquête sur Black Masters. Attention, le FBI, c'est pas le département de régulation de l'énergie qui lui a collé une amende de 600 ou de 500 millions de dollars. Hein. Le FBI débarque dans vos bureaux, saisit tous les dossiers, repart avec. Donc le fait que le FBI fasse une enquête sur Black Masters, ouvre une enquête sur Black Masters, c'est parce que c'est ça que ça veut dire. Ils vont faire une descente dans ces bureaux, sur Park Avenue, ça va être sanglant. Donc observez bien tout ce qui va se passer. Très intéressant. Ça peut aller jusqu'où, ça, à votre avis? Qu'est-ce qui va se passer à la JP Morgan? Pour moi, la JP Morgan est une banque qui va être dépecée. Hein, d'ailleurs, la JP Morgan elle-même a commencé déjà à dire qu'elle sortait des prêts interbancaires, hein, parce que le marché européen était devenu trop risqué. Hein, elle a dit ça il y a grosso modo 15 jours. Vendredi dernier, à la fermeture de Wall Street, ou juste avant, elle a fait savoir qu'à partir du 1er octobre, plus aucune branche de la Chase Morgan ne ferait de prêts étudiants. Hein, donc du jour au lendemain, elle ne prête plus. Vous voyez qu'elle se retire progressivement. Hein, elle vend un immeuble. Hein elle vend un immeuble, elle met le département de Black Masters en vente également. Ça fait beaucoup de choses, si vous voulez, de désengagement de la JP Morgan. Il pourrait y avoir un événement exceptionnel suite à toute cette progression du style elle coule. Vous savez, dans le livre sur Blatt, je montre bien que l'exposition, ce qu'on appelle notionnelle de la JP Morgan, hein, pour tous ses clients, hein, en crédit défaut swap, etc., est supérieure à l'ensemble des PNB de l'Asie, des États-Unis et de l'Europe réunis. Hein. Donc vous voyez que c'est quand même l'engagement de la JP Morgan est tel que aujourd'hui c'est difficile. Enfin, je veux dire, ils peuvent difficilement continuer dans cette. Et qui plus est, attention, Jamie Dimon a perdu l'aval de l'administration Obama. Ils se sont frités. Il n'a plus du tout le soutien de l'administration Obama suite, à nouveau, à l'effondrement de la baleine, vous savez, de l'affaire de la baleine de Londres. Ils ont quand même perdu 6 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors que le patron de la JP Morgan expliquait qu'il était il était la seule banque pure, hein, sans tâche, sans péché. Hein. Et on découvre d'un seul coup qu'ils ont fait des manipulations telles qu'ils ont perdu 6 milliards de dollars. Hein, il y a plusieurs enquêtes en ce moment là-dessus, et c'était la mort de Jamie Dimon. Hein, sa banque est aussi pourrie que les autres. C'est ça que ça voulait dire. Et donc toute son image de communion, de premier communion bancaire, s'est effondrée. Hein, parce que ça montrait simplement que les crédits défaut swap sont en train de tuer la JP Morgan, exactement de la même façon que Dexia, les crédits défaut swap de la Dexia sont en train de tuer la Banque Postale. Et je le redis, clients de la Banque Postale, barrez-vous, hein, allez à la BNP, à la HSBC, où vous voulez, hein, mais ne restez pas à la Banque Postale, vous allez pleurer. Hein, voilà. C'est l'arroseur arrosé finalement. Ils ont inventé leur propre mort, si on vous écoute bien. Bah, c'est ce que je montre dans le livre, hein, mais c'est clair. Mais c'est clair. N'oubliez pas, je redonne cette image de la piscine de Picsou qui pour moi est la meilleure représentation de ce qu'on appelle les réserves, les réserves du banquier. Hein, même s'il y a des coups durs, la piscine remplie de billets de banque et de pièces d'or, hein, elle est là pour parer pour les mauvais coups, hein, si plusieurs personnes ne vous remboursent pas. Hein, voilà. Grâce aux produits de Black Masters, hein, grâce à ce swap,
hein, ils ont pu prendre l'argent de la piscine et le prêter à d'autres, sachant que ils ont des garanties de remboursement sur cet argent prêté par diverses manipulations, diverses papasseries administratives, on va dire. Voilà. Et le problème, c'est que quand, bien entendu, une crise arrive, eh bien plus personne ne peut rembourser. Voilà. Et donc la piscine qui auparavant était pleine jusque-là, ben, vous avez juste 1 centimètre. Et quand vous prenez un plongeon dans une piscine où il y a 1 centimètre d'eau, ben, vous vous fracassez la tête. Et c'est ce qui va se passer avec la JP Morgan. La perte de 6 milliards, plus le licenciement de 14 000 personnes, ça pardonne pas. Parce que les 14 000 personnes vont se venger. Très bien. Là, vous avez parlé d'or avec la piscine de Picsou. Est-ce qu'on peut faire un peu le point sur l'or, justement? Puisque vous en parlez pas mal sur votre blog. Est-ce qu'on peut faire le point sur l'or? Puisqu'il y a eu quand même si on regarde le cours de l'or, il y a une très forte hausse depuis des années. Là, on voit que ça régresse. Quel est votre avis là-dessus? Vous savez, la correction entre la légère correction, enfin légère, c'est pas la première correction qu'il y a eu dans l'histoire de l'or, enfin récente, hein. Mais je vous signale que il y a grosso modo 10 ans, 11 ans, l'or était à $250 l'once. Aujourd'hui, on est à 1400, hein, même avec les corrections, hein, de 30%, qui étaient des attaques massives menées par la Fed et la Banque du Japon, la Banque du Japon étant une extension de la Fed, pour justement casser le cours de l'or. Mais ils n'ont pas réussi à le casser, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'or pour tout le monde. Ils ont vendu de l'or en carton, hein, ce qu'on appelle les ETF, hein, pour 100 ETF qu'ils ont vendus, ils doivent avoir à tout casser 10 lingots véritablement dans leur coffre. Alors que en théorie, ils doivent avoir autant de lingots en coffre que de certificats vendus. Bien entendu, c'est une escroquerie qui a été permise par la Fed dans les années 90, justement pour maintenir le cours de l'or très bas. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy a vendu 600 tonnes de l'or de la France, c'est pour ça que les Anglais ont vendu 400 tonnes de leur or, tout ça pour maintenir l'or le plus bas. Le record historique du cours le plus bas, c'est-à-dire 265 dollars l'once ou je ne sais plus combien, c'était à ce moment-là, c'était le moment où Sarkozy et les Anglais vendaient l'or de leur pays. À nouveau, je vous fais remarquer que les Américains n'ont pas vendu un seul gramme de leur or. Hein, c'est marrant, votre or à vous, il est très bien pour être vendu, hein, mais celui des Américains, il n'est pas corvéable à merci. Hein, aujourd'hui, si la France devait racheter ces 600 tonnes, hein, elle devrait payer 4 fois le prix quasiment. Je ne sais pas si vous réalisez. Non, mais est-ce que vous réalisez à quel point le peuple français s'est fait voler, hein, et comme par hasard, on retrouve toujours Nicolas Sarkozy. Là, ça veut dire que si aujourd'hui la population mondiale décide de récupérer son or chacun chez soi, oui. Ceux qui en ont, hein, à la banque ou là où ça devrait être stocké, il y en aurait quelques-uns, les premiers, qui pourraient récupérer leurs lingots, leurs pièces, etc. Ah oui, les autres feront la queue pour rien. Il n'y a plus. Oui, bien sûr, c'est un banqueroute, quoi, l'Argentine. Et dans quelle proportion ça? Est-ce que vous avez une idée? Si tout le monde voulait récupérer son or, dans quelle proportion vous savez déjà, ne pourrait pas récupérer. Cet été déjà, on a vu, vous savez, les stocks d'or du COMEX, etc. sont disponibles. Hein, ce sont des stocks. On a vu que la JP Morgan a fait des manipulations. Vous les avez sur le blog, vous avez tous les liens où on voyait que la JP Morgan, voyant à 18h qu'elle n'avait plus d'or. Hein, qu'elle n'avait plus d'or à donner à ses clients, elle allait récupérer de l'or chez HSBC, hein, pour servir ceux qui le demandaient. Donc comme ça rassurait les autres clients, donc ils ont joué au jeu des chaises musicales. Mais en attendant, c'est la HSBC qui se retrouve sans son or, et c'est Nova Scotia qui se retrouve sans son or. Hein. Ce sont des jeux de chaises musicales. Mais la musique s'arrête quand finalement? Là techniquement elle s'est déjà arrêtée. Hein. Là elle s'est arrêtée. Là, elle s'est arrêtée, puisque on a entendu des anciens patrons de la Fed, on a entendu Egon von Greyerz, etc., dire qu'il y a des véritables problèmes pour récupérer son or. Vous dites aujourd'hui à la banque, rendez-moi mon or, ils vont vous mettre 6 semaines. Tiens, regardez les Allemands. Hein, les Allemands ont dit aux Américains, rendez-nous notre or, l'or du Rhin. Hein, et les Américains,
au lieu de faire comme le Venezuela qui a récupéré son or en 3 mois, mais il n'était pas chez les Américains, il était à Londres, les Américains ont dit aux Allemands, ah bah il nous faut 7 ans. 7 ans pour rendre, 400 tonnes ? C'est lourd. 400 tonnes, attendez, mais c'est ce que vous mettez sur n'importe quel super tanker. Je veux dire, l'affaire aurait pu être pliée en 1 mois. Hein. Ils ont besoin de 7 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que leurs coffres, les Américains, sont vides. Ils ne peuvent pas rendre l'or. Ils l'ont vendu. Et ils essayent, si vous voulez, cette guerre en Syrie, ça va être... Si vous voulez, c'est pour masquer tout ça. Hein, c'est vraiment pour masquer tout ça. La télévision russe l'a très bien montré. Vous avez une vidéo, un sujet qui a été fait par RT. Vous l'avez sur le blog. D'ailleurs, c'est très drôle. Et j'ai fait un parallèle là-dessus avec Richard Wagner, parce que Richard Wagner a écrit un opéra qui s'appelle L'Or du Rhin, au cours duquel vous avez 3 ondines, 3 sirènes, hein, qui vivent dans le Rhin, et qui gardent l'or du Rhin. Hein, voilà. Et vous avez un nain lubrique, hein, qui veut se les faire, hein, on va dire ça comme ça, on va simplifier le vocabulaire, et les sirènes le regardent, elles disent mais il est trop laid, on n'en veut pas, et donc là, pour se venger d'elles, hein, parce qu'elles ne veulent pas lui faire quelques gâteries, ils volent l'or du Rhin. Et donc tout l'opéra de Wagner est là-dessus. Hein, voilà. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, les Allemands se sont fait voler leur or par les Américains. C'est quand même incroyable, par les nains lubriques. Hein, parce que la plus grande industrie du film pornographique, c'est quand même où ? C'est Hollywood. Hein, c'est la vallée de San Fernando. Hein, voilà. Non mais c'est extraordinaire. C'est purement extraordinaire. Alors, Pierre Jeunet... Non mais on peut pas l'inventer des trucs comme ça, des liaisons aussi évidentes. Hein, donc 7 ans pour rendre, c'est 7 ans de réflexion. c'est fascinant. Pierre Jovanovic, merci beaucoup. Là, on va arriver à la fin de cet entretien. On va simplement terminer sur les perspectives de la France. Quelles perspectives pour la France ces prochains mois, qu'est-ce que vous voyez, mais qu'est-ce que vous ressentez ? Vous savez, je ressens exactement la même chose que tous mes lecteurs, et surtout quand vous vivez en province, hein, parce que n'oubliez pas, Paris, même si toutes les décisions, enfin, pseudo-décisions sont prises à Paris, Paris n'est pas la France. Hein, la France est constituée de villes, de grandes villes, infiniment plus petites, où la crise économique a fait des dégâts terribles. D'ailleurs, vous avez un autre article, alors, je ne sais plus si c'est le Figaro ou la Voix du Nord, hein, augmentation des attaques à main armée de petits commerces. Hein, je ne sais plus, l'augmentation, la hausse c'est de 200% ou de 300%. Hein, on en parlait ensemble, enfin, moi j'étais un des premiers à avertir là-dessus en disant attention, la crise est là, les gens, la périphérie commence à avoir faim, et là on a les résultats. Je veux dire, les boulangers, les charcutiers, les épiciers, les patrons de troquets se font attaquer à main armée pour voler 50, 60 ou 200 euros. Le coiffeur se fait braquer. Attends, le coiffeur, le fleuriste, le marchand de jouets, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu en France, ça. Hein, donc ça vous montre bien qu'il y a que cette crise économique est en train de faire des dégâts absolument monumentaux, et que ça se passe toujours à la périphérie. C'est-à-dire que les gens, tant qu'ils ont leur emploi, tant qu'ils ont à manger dans leur frigidaire, hein, ne veulent pas voir les problèmes des autres. Ils ne veulent pas voir qu'il y a des tiraillements. Ils ne veulent pas voir que le commerçant qui s'est fait braquer une fois tremble. Hein, à l'idée de se faire braquer une deuxième fois et qu'il n'arrive plus à bosser comme avant parce que ça a des séquelles psychologiques, hein, que le marchand de tabac, pareil, etc. Et que ce sont des gens qui à un moment donné jettent l'éponge. Hein, voilà. Vous avez dans le Tarn, vous avez eu 14 voitures dans un petit village du Tarn, 14 voitures brûlées, juste pour le fun. Hein. Enfin bon. Ce n'est que ça. Cet été, vous avez vu un certain nombre de violences, d'émeutes qui ont duré 2-3, mais bien entendu, les télévisions vous se sont bien gardées. Les Français continuent à s'immoler. Hein. Il n'y a pas une semaine sans qu'on n'ait pas un cas ou deux.
Hein. Mais là aussi, BFM TV, iTélé, etc. n'en parle pas. C'est juste la presse régionale qui rapporte une femme, un homme, etc. Les policiers sont de plus en plus nombreux à se suicider. Hein. Là aussi, c'est toutes les semaines. Vous avez un gendarme, un policier qui se suicide. C'est du délire total, c'est du jamais vu. Hein, parce que ces mecs-là n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'une part parce que, je veux dire, c'est une société qui est devenue complètement folle. Et vous avez vu que une décision qui a été prise récemment par le ministère de la Justice, qui consiste à mettre tous les mecs dehors. Donc ça va être encore plus drôle. Enfin, pour les policiers, entre guillemets. Enfin, quand je dis drôle, hein, on s'entend. Je dis simplement que je n'ai je n'ai pas changé d'opinion sur ce qui va se passer en France. On va vers le chaos le plus total, le chaos social. Les banlieues vont descendre sur Paris, sur les grandes villes, hein, et vont piller l'intégralité des boutiques, des magasins, etc. Et il n'y aura absolument pas assez de policiers, bien entendu, pour protéger tout ça. Voilà. C'est exactement ce que je ressens, c'est ce que je vois, et je reviens toujours à mon idée première, ce que j'ai exposé depuis 2008-2009, c'est-à-dire que le chaos en France sera tel, à cause de la crise, à cause de tous ces efforts qu'on demande aux Français sous prétexte de politique, mais en fait pour sauver ces putes de banquiers, eh bien, ça sera la révolution en France. Et seule l'armée pourra la sauver. Pierre, une dernière petite question avant de vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous envisagez d'écrire un deuxième livre sur Byte ? Ah non, non, faut pas. La suite, là, parce que vous nous avez donné quand même des frissons pour ce qui pourrait lui arriver, etc. Donc en ce moment, c'est vraiment une actualité sur la JP Morgan. Non. Vous savez, déjà le fait d'avoir écrit sur elle, déjà ça a braqué les projecteurs sur sa personne, et donc du coup ils n'ont pas, je pense que la Goldman Sachs, etc. n'ont pas pu faire tout ce qu'ils ont, parce que ça leur aurait arrangé de la dégager dès 2009, quand on était rentré dans le vif du sujet. Mais à partir du moment où on a commencé à en parler de plus en plus souvent à la radio, etc., c'était assez marrant. Parce qu'elle était inconnue en Europe. Voilà. Mais à partir du moment où on en a parlé, où le Télégraphe, de Independent ou le Guardian en a parlé, tout ceci a permis de montrer qu'en fait elle était le symbole. Vous savez, je la vois, c'est un peu comme comme la statue de la liberté à New York. Elle, c'est la statue des banquiers. C'est, vous savez, avec son crédit défaut swap. Voilà. Elle est le symbole pour moi de cette finance devenue complètement folle, parce qu'elle est celle qui a réinventé les crédits défaut swap. Et surtout qui s'est emparée des matières premières. Et la hausse des matières premières, vous l'avez vu dans le supermarché, vous avez fait vos courses, vous avez vu ce que ça donnait, c'est intéressant, et on vous dit que l'inflation, comme d'habitude, comme chaque année, que l'inflation n'a que 2%. Mais on se garde bien de vous dire que le contenu de la boîte a rétréci. C'est intéressant, je me suis fait la réflexion, ça n'a rien à voir, mais l'autre jour, j'avais des conserves de petits pois carottes, le truc classique pour les légumes, et les boîtes, elles sont plus petites. C'est intéressant. Il y a 100 ou 200 grammes en moins. Alors que pour l'INSEE, la statistique, elle a, la dénomination est la même. Le prix n'a pas bougé, mais ils ne veulent pas voir que la quantité a baissé. Ce qui correspond, en fait, c'est une hausse déguisée. Tout le monde l'a vu. Tous mes lecteurs l'ont vu, notamment avec les pots de Nutella. Le pot de Nutella est celui qui a le plus diminué en quantité. C'est quand même... voilà. Donc ça, l'INSEE ne veut pas le voir. C'est pour ça que l'INSEE vous ment et vous dit, voilà, l'inflation cette année était de 2%. C'est une arnaque. Les Français se font voler par ces stats.